il y a une plante qui pousse tranquillement sur votre pelouse en ce moment, une plante que la plupart des gens ignorent sans y prêter attention, et pourtant elle a jadis fait la différence entre des civilisations entières et la famine. Pendant des siècles, lorsque les récoltes échouaient et que la famine ravageait l'Europe, cette humble plante a été la ligne de démarcation entre la survie et la mort. Ses feuilles contiennent plus de protéines que les épinards. Ses fleurs peuvent être séchées et moulues en farine. Elles poussent sans effort, sans permission et sans frais. Et pourtant, aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, la laisser pousser peut vous valoir une amende. Comment une plante qui nourrissait les désespérés est-elle devenue quelque chose pour lequel on vous punit de la conserver? Pourquoi une source de nourriture gratuite, de médicaments gratuits et d'engrais gratuits serait-elle qualifiée de nuisance plutôt que de cadeau? Ce ne sont pas des questions de jardinage ou d'aménagement paysager. Ce sont des questions de pouvoir, de profit et de croyance. Avant le milieu du XXe siècle, cette plante n'était ni cachée ni indésirable. Elle était intentionnellement plantée. Chaque sac de graines de gazon vendu en Amérique en contenait. Les manuels de jardinage l'encensaient, les agriculteurs l'encourageaient, les propriétaires s'attendaient à la voir fleurir dans leur jardin. Elle maintenait les pelouses vertes, restaurait le sol et ne demandait presque rien en retour. Puis, en l'espace d'une seule décennie, tout a changé. Presque du jour au lendemain, cette plante n'a plus été décrite comme utile ou belle. Elle a été rebaptisée laide, dangereuse, indésirable, une mauvaise herbe. La transformation ne s'est pas produite parce que la plante a changé. Elle s'est produite parce que l'économie autour d'elle a changé. Cette histoire ne concerne pas seulement une culture oubliée. Elle concerne la manière dont la perception peut être manipulée, comment la nécessité peut être recadrée comme un désordre et comment la survie elle-même peut être criminalisée lorsqu'elle menace la mauvaise industrie. Ce que vous êtes sur le point d'entendre révèle à quel point le marketing peut remodeler la culture et à quelle facilité des générations entières peuvent être éduquées à rejeter ce qui les a jadis nourries. Et peut-être le plus troublant de tout, cette plante n'a jamais disparu. Elle est toujours là, poussant sous vos pieds, attendant tranquillement pendant que la plupart des gens apprennent à la tuer. Pendant des siècles, bien avant que l'agriculture industrielle et les intrants chimiques ne remodèlent les systèmes alimentaires, cette plante fonctionnait comme une police d'assurance silencieuse contre la faim. Lorsque le blé échouait, que l'orge pourrissait dans les champs et que l'hiver s'attardait plus longtemps que prévu, les gens ne se tournaient pas vers les marchés ou les gouvernements, mais vers ce qui poussait librement sous leurs pieds. Les feuilles étaient récoltées et cuites, comme des épinards, fournissant de la nourriture quand rien d'autre ne restait. Les fleurs et les gousses de graines étaient séchées, moulues et mélangées à de la farine pour étirer les maigres réserves de céréales ou les remplacer entièrement. En temps de désespoir, la fiabilité importait plus que le goût, et cette plante offrait les deux. Sa force résidait dans son abondance et sa résilience. Elle poussait partout. Elle ne nécessitait ni labour, ni irrigation, ni protection. Du début du printemps à la fin de l'automne, elle produisait continuellement des matériaux comestibles, offrant de la subsistance lorsque d'autres cultures étaient en dormance ou détruites. Cela la rendait particulièrement précieuse pendant les famines, où l'imprévisibilité était la règle et où la survie dépendait de ce qui ne pouvait pas échouer. Bien avant que les populations européennes ne s'y fient, les communautés indigènes d'Amérique du Nord avaient déjà reconnu sa valeur. Elles ne la considéraient pas comme un aliment de secours, mais comme une ressource polyvalente intégrée à la vie quotidienne. Des infusions étaient préparées à partir de ces fleurs. Les feuilles étaient utilisées fraîches ou cuites. La connaissance de ses propriétés était transmise non par des livres ou des institutions, mais par l'expérience vécue et la nécessité. Ce qui est souvent négligé est la densité nutritionnelle contenue dans quelque chose de si ordinaire. Les feuilles contiennent des niveaux élevés de protéines par rapport à de nombreux légumes verts cultivés, ainsi que des vitamines essentielles dont A, B, C et E. Des minéraux tels que le magnésium, le potassium et le calcium sont présents en quantité significative, soutenant les fonctions corporelles à des moments où les carences étaient manteaux courantes. Ce n'était pas de la nourriture de remplissage, elle maintenait l'énergie, la santé et l'endurance lorsque les alternatives étaient rares. Pendant près de 2000 ans, cette plante n'a pas été remise en question ou débattue. Elle était simplement comprise. Elle existait en dehors des marchés et au-delà de toute propriété. Elle n'avait pas besoin d'être achetée, réglementée ou approuvée.
Elle ne demandait rien et offrait tout. Cette simplicité est précisément ce qui la rendait dangereuse pour les systèmes qui reposent sur la dépendance plutôt que sur l'autosuffisance. Quand on comprend combien de temps cette plante a servi l'humanité, sans controverse, une question devient inévitable. Qu'est-ce qui a changé la plante elle-même ou le monde qui a décidé qu'elle n'était plus acceptable ? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la connaissance s'est acquise par la répétition et la survie. Si quelque chose maintenait les gens en vie, cela était retenu. Mais dans le monde moderne, la tradition seule est rarement suffisante. Les affirmations doivent être testées, mesurées et validées en laboratoire avant d'être prises au sérieux. Et pendant longtemps, cette plante a été ignorée par la science moderne, non pas parce qu'elle manquait de valeur, mais parce qu'elle manquait de rentabilité. Puis, discrètement, cela a commencé à changer. Ces dernières années, des chercheurs ont commencé à examiner des extraits de cette plante et à les tester contre des affections qui affligent la société moderne. L'une des découvertes les plus frappantes concernait la régulation de la glycémie. Les scientifiques ont découvert que les composés de la plante inhibaient les enzymes même responsables des pics de glucose sanguin après les repas. Ce sont les mêmes enzymes ciblées par des médicaments pharmaceutiques largement prescrits pour la gestion du diabète. La différence n'était pas subtile. Lors de tests de laboratoire contrôlés, l'extrait de plante s'est avéré plus efficace que le médicament standard, nécessitant une concentration plus faible pour obtenir le même résultat. Ce n'était ni du folklore ni une anecdote. Ces découvertes ont été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture. Des chiffres ont été mesurés. Des comparaisons ont été faites. Les résultats étaient reproductibles. Ce que les communautés anciennes avaient observé par l'expérience, la science moderne le confirmait maintenant par des données. Les découvertes ne se sont pas arrêtées là. Des études antérieures ont révélé que des extraits de la même plante arrêtaient la croissance des cellules de leucémie humaine en laboratoire. Pas ralenti. Arrêté. Il s'agissait de cellules cancéreuses cultivées en éprouvettes, exposées à des composés dérivés de ce que beaucoup de gens appellent encore une mauvaise herbe. Encore une fois, les résultats ont été documentés, examinés et archivés dans les registres scientifiques. Au-delà de ces découvertes marquantes, le profil nutritionnel de base de la plante a continué d'impressionner. Les feuilles fraîches fournissaient un éventail de vitamines qui soutiennent la fonction immunitaire, la réparation cellulaire et la santé métabolique. Les fleurs pouvaient être infusées en thé, traditionnellement utilisé pour réduire l'inflammation et gérer les fièvres. Même les racines, lorsqu'elles étaient correctement préparées, offraient une valeur comestible. Chaque partie avait une fonction. Rien n'était gaspillé. Et pourtant, malgré des preuves croissantes, presque personne n'en parle. La publicité médicale ne la mentionne pas. Les épiceries ne la vendent pas. Les médecins en discutent rarement. Non pas parce que la science est faible, mais parce qu'aucun système n'est conçu pour promouvoir ce qui pousse librement et ne peut être breveté. C'est là qu'une tension inconfortable émerge. Si quelque chose fonctionne, mais que personne ne peut le posséder, qui profite de dire la vérité à son sujet ? Et qui profite de le garder oublié ? Tout a changé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, non pas à cause de l'agriculture, de la nutrition ou de la santé publique, mais à cause de la chimie et de l'économie. Pendant la guerre, d'énormes ressources avaient été investies dans le développement d'agents chimiques conçus pour détruire les réserves alimentaires ennemies. L'un de ces composés a été conçu pour tuer sélectivement les plantes à feuilles larges tout en laissant les graminées intactes. C'était censé être une arme, un outil pour affamer les nations adverses et les contraindre à la capitulation en effaçant leurs récoltes du ciel. La guerre s'est terminée avant que ce plan ne puisse être entièrement exécuté. L'Allemagne est tombée, le Japon a capitulé, et soudain, les fabricants de produits chimiques se sont retrouvés avec d'énormes stocks d'une substance conçue pour la destruction et aucun champ de bataille sur lequel l'utiliser. Les usines qui avaient fonctionné à pleine capacité faisaient désormais face à une question terrifiante. Comment maintenir les profits lorsque la paix rend votre produit obsolète ? La réponse n'a pas été d'abandonner le produit chimique, mais de changer son objectif. Ce qui avait échoué en tant qu'arme de guerre a été rebaptisé outil d'ordre domestique. Le même composé a été reconditionné, réétiqueté et présenté au public comme un herbicide grand public. Sa cible n'était plus les cultures ennemies. Sa cible était la pelouse américaine. Ce changement a nécessité plus que de la chimie. Il a nécessité un récit.
Pendant des décennies, les pelouses avaient inclus un mélange de graminées et de plantes à feuilles larges, y compris l'espèce même que ce produit chimique était conçu pour tuer. Les propriétaires étaient habitués à voir des fleurs blanches éparpillées dans leur jardin. Ils les associaient à un sol sain et à la résilience. Pour vendre du poison, cette familiarité devait être brisée. Alors le message a changé. Les pelouses mixtes n'étaient plus saines, elles étaient désordonnées. L'uniformité est devenue le nouvel idéal. Une pelouse parfaite a été redéfinie comme une espèce unique, identique en couleur, hauteur et texture. Tout ce qui perturbait cette norme visuelle est devenu un problème nécessitant une correction. Le produit chimique s'inscrivait parfaitement dans cette nouvelle vision du monde. Il promettait le contrôle. Il promettait la domination sur la nature. Et surtout, il promettait que l'ordre pouvait être acheté. La plante qui symbolisait autrefois la survie et l'abondance s'est soudainement retrouvée sur le chemin d'un marché en pleine croissance. Ce qui a suivi n'était pas un accident ou un malentendu. C'était une réorientation délibérée de la perception publique. En quelques courtes années, quelque chose que les gens avaient planté intentionnellement pendant des générations a été recadré comme un envahisseur. Et une fois que cette idée a pris racine, le reste du système a suivi naturellement. Si une plante est qualifiée de problème, l'éliminer semble responsable, voire vertueux. Mais si cette étiquette n'a jamais concerné la plante elle-même, et si elle a toujours eu pour but de protéger un modèle économique basé sur la dépendance, une fois la solution chimique existante, le prochain défi était psychologique. Les gens devaient apprendre à vouloir ce que le produit offrait. Pendant près d'un siècle, les propriétaires avaient accepté la diversité dans leurs pelouses comme normale. Les fleurs de trèfle n'étaient pas des défauts, c'étaient des signes de vie. Ce système de croyance devait être démantelé et remplacé par quelque chose de nouveau. La publicité est devenue l'arme principale. Les doubles pages de magazines, les brochures instructives et plus tard les publicités télévisées ont commencé à présenter une image unique de perfection. Une pelouse sans variation, une surface si uniforme qu'elle semblait fabriquée plutôt que cultivée. Cette vision a été répétée sans relâche, jusqu'à ce qu'elle semble inévitable. Tout ce qui s'en écartait était présenté comme de la négligence ou un échec. Le trèfle, autrefois loué dans les guides de jardinage, est devenu l'ennemi visuel de ce nouvel idéal. Les fleurs blanches ont été recadrées comme des imperfections. La diversité a été assimilée au désordre. Les propriétaires étaient subtilement encouragés à considérer leurs jardins non pas comme des écosystèmes vivants, mais comme des symboles de statut. Une pelouse impeccable signalait la discipline, la prospérité et la modernité. Pour l'obtenir, l'intervention chimique n'était plus facultative. Elle était attendue. La loi a suivi la culture. À mesure que les développements suburbains s'étendaient, des règles ont été écrites pour préserver les valeurs immobilières en imposant une conformité esthétique. Les associations de propriétaires ont acquis le pouvoir de définir ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Dans de nombreux cas, elles ont explicitement interdit le trèfle, non pas parce qu'il nuisait à quiconque, mais parce qu'il perturbait l'image soignée qui leur avait été vendue. C'est là que la manipulation devient la plus efficace. Lorsque l'application vient des voisins plutôt que des entreprises, la résistance s'estompe. Les gens se surveillent mutuellement. Une fleur dans un jardin devient une menace pour l'uniformité du pâté de maison. Des plaintes sont déposées, des amendes sont infligées. Tout cela au nom des apparences. Ce qui rend cette transformation remarquable, c'est la rapidité avec laquelle elle est devenue invisible. En une seule génération, les enfants ont grandi sans jamais voir de trèfle inclus dans les graines de gazon. Ils ont hérité de règles sans en interroger les origines. Ils ont accepté que certaines plantes étaient simplement mauvaises, sans jamais savoir pourquoi. La plante n'a pas perdu sa capacité à nourrir le sol, à nourrir les pollinisateurs ou à maintenir les humains. Seule sa réputation a été détruite. Et une fois que la réputation est perdue, l'effet peine à importer. C'est ainsi que la préférence est fabriquée. Non pas en forçant les gens à croire quelque chose de faux, mais en le répétant jusqu'à ce que les alternatives semblent impensables. Lorsque la beauté est définie par ce qui se vend, tout le reste devient négligeable. Les conséquences de cette préférence fabriquée ne sont pas restées confinées à l'esthétique. Elles se sont propagées, remodelant les écosystèmes d'une manière que peu de gens ont remarquée avant que les dégâts ne soient déjà faits. Lorsque le trèfle a disparu des pelouses, quelque chose de bien plus important a disparu avec lui. Une source de nourriture continue et à l'échelle du quartier, pour les pollinisateurs, a été effacée.
Avant l'ère chimique, les pelouses suburbaines fonctionnaient comme un vaste réseau de petits habitats. Des millions de parcelles de plantes à fleurs se connectaient à travers les villes, fournissant du nectar pendant les périodes critiques où d'autres sources de nourriture étaient rares. Les abeilles dépendaient de ces floraisons, surtout au début du printemps et à la fin de l'été. Lorsque les herbicides les ont éliminés, les insectes n'avaient nulle part où aller. Les populations se sont effondrées progressivement, puis de manière spectaculaire. Les chiffres racontent une histoire édifiante. Les colonies d'abeilles mellifères gérées ont diminué de près de moitié au cours des décennies suivantes. Si de nombreux facteurs ont contribué à cette perte, l'élimination de sources de nourriture fiables a joué un rôle décisif. Les pelouses sont devenues des déserts verts. Elles avaient l'air vivantes, mais n'offraient rien. Le sol a également souffert. Le trèfle avait tranquillement enrichi le sol en fixant l'azote de l'atmosphère, réduisant ainsi le besoin d'engrais synthétiques. Sans lui, les monocultures de graminées sont devenues dépendantes d'apports chimiques constants juste pour survivre. Les pelouses qui se maintenaient autrefois sont devenues des projets d'entretien perpétuels. Plus d'engrais, plus d'eau, plus de dépenses. L'ironie est difficile à ignorer. Les propriétaires ont commencé à payer pour ce qui avait été autrefois gratuit. L'azote que le trèfle produisait naturellement était maintenant acheté en sac. L'eau que les plantes à racines plus profondes conservaient était maintenant gaspillée pour maintenir en vie l'herbe superficielle. Le système ne générait que de la consommation, et pourtant les règles sont restées incontestées. Même lorsque les sécheresses se sont intensifiées et que le déclin des pollinisateurs est devenu impossible à nier, de nombreuses communautés ont continué à appliquer des interdictions écrites des décennies plus tôt. Les gens les suivaient non pas parce qu'elles avaient du sens, mais parce qu'elles semblaient normales. C'est ainsi que les systèmes irrationnels perdurent. Ils persistent, non par la logique mais par l'habitude. Chaque génération hérite des suppositions de la précédente et les prend pour la vérité. Pendant ce temps, la plante silencieuse qui pourrait résoudre plusieurs problèmes à la fois est toujours étiquetée comme le problème lui-même. À quel point l'obéissance devient-elle absurde ? Et combien de dégâts doivent s'accumuler avant que les gens ne s'arrêtent et ne se demandent pourquoi ils continuent de pulvériser du poison sur quelque chose qui ne les a jamais blessés. Aujourd'hui, quelque chose de subtil mais puissant commence à changer. Le retour de cette plante n'est pas motivé par des entreprises ou des campagnes de marketing. Il est motivé par le doute. Les gens remettent en question les règles qu'ils ont héritées. Ils remarquent que les pollinisateurs disparaissent, que l'eau se fait rare et que les systèmes basés sur des apports chimiques incessants ne sont plus durables. Et quand ils regardent de près, ils commencent à réaliser que le soi-disant problème n'était jamais la plante elle-même. Les laboratoires ont confirmé ce que l'histoire savait déjà. Cette plante nourrit le sol. Elle nourrit les insectes quand rien d'autre ne fleurit. Elle fournit des protéines, des médicaments et de la résilience sans demander de permission. Elle a survécu à la famine, à la guerre et aux agressions chimiques. La seule chose à laquelle elle n'a pas survécu, c'est un récit conçu pour la rendre indésirable. Ce qui rend cette prise de conscience inconfortable, ce n'est pas la science, mais l'implication. Si on a appris aux gens à rejeter quelque chose de si évidemment bénéfique, qu'est-ce qu'on leur a appris d'autre à ignorer ? Si un aliment de survie pouvait être rebaptisé laideur, que cela dit-il des histoires que nous acceptons sans poser de questions ? Au fond, ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question de foi. Non pas seulement la foi en la religion, mais la foi en les systèmes, les autorités et les croyances héritées. Faites-vous confiance à ce qu'on vous a dit simplement parce que c'est familier ? Ou croyez-vous que la vérité se révèle par la preuve, l'expérience et l'humilité ? La plante est toujours là, poussant tranquillement, offrant les mêmes dons qu'elle a toujours offerts. Rien n'a changé en elle. Seules nos croyances ont changé. Alors maintenant, la question se tourne vers vous. Lorsque vous regardez ce qui pousse librement et soutient la vie, voyez-vous le désordre ou la conception ? Voyez-vous une mauvaise herbe ou voyez-vous une provision ? Et plus important encore, où placez-vous votre foi lorsque vous décidez ce qui vaut la peine d'être protégé ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Prenez position. Remettez en question l'histoire qu'on vous a donnée, parce que parfois, la reconquête de la vérité commence par remettre en question les choses les plus ordinaires qu'on nous a dit de détruire.